Radio Divan, pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Guylaine. Bonjour Lucas. Nous nous retrouvons une fois de plus en cette année 2023 pour une nouvelle saison de Radio Divan. Un Radio Divan où nous prenons le temps de recevoir notre invité. Un invité suffisamment disponible pour se livrer tranquillement au micro de FM+. Aujourd'hui, Guylaine, nous accueillons Grégory Martinez. Bonjour Grégory. Bonjour Lucas, bonjour Guylaine. Bonjour. Merci de me recevoir. Alors vous nous faites le plaisir d'être notre invité aujourd'hui, une invitation que vous avez volontiers et très vite acceptée. Est-ce par goût de la radio ou par passion de l'art ? Alors un peu des deux, puisque étant donné dans les années 80, j'ai tout de suite écouté beaucoup la radio. Et dès les années 90, avec la culture du hip-hop qui est arrivée, forcément, c'était en tout cas un bon moyen d'écouter des morceaux que je ne pouvais pas acheter ou trouver rapidement. Et après, aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est de parler d'art avec vous. Oui. Donc vous avez parlé du hip-hop. C'était à l'époque, vous écoutiez plutôt du rap américain ou vous avez commencé par le rap plutôt français ? L'arrivée de la culture hip-hop fin des années 80-90 a été pour moi un bouleversement, puisque c'est là où j'ai en tout cas découvert l'art urbain, ce qu'on appelle aujourd'hui tout simplement le street art. Et grâce à un frère qui était graffeur, j'ai tout de suite été en tout cas absorbé et percuté par les formes, les mouvements, les couleurs, tant au niveau de la partie graffiti que la partie danse aussi, qui a bien explosé dès les années 92. Et en tout cas, tout ce courant-là m'inspire beaucoup aujourd'hui dans mon travail artistique. Et oui, car Guylaine, nous avons aussi eu la chance de pouvoir voir certaines de vos œuvres. Et dans certains de vos tableaux, on retrouve justement, je trouve, cette essence dont vous avez parlé, ces jeux des couleurs, ces formes qu'on pouvait effectivement voir aux États-Unis à cette période. C'est très cinématographique aussi, je trouve. Et on peut aussi en retrouver, je crois que vous faites également des vêtements, des dérivés où on retrouve aussi un peu cette culture. C'est ça, il y a quelques années j'avais créé une marque de vêtements et c'est vrai qu'aujourd'hui avec mon travail ça a évolué et là depuis peu j'ai travaillé sur une série de t-shirts et de casquettes en lien direct avec le travail que je fais sur toile. Suite à la demande aussi de certains de mes clients. Et voilà. Alors, on parle d'œuvres, mais on est à la radio, on ne les voit pas. Alors, quelles sont vos couleurs, justement ? Vous parlez de graffiti, vous parlez de vêtements. Quel est votre univers coloré, s'il y en a un ? Alors, j'ai une petite particularité, c'est que je suis daltonien. C'est intéressant pour un artiste. Voilà. C'est ce qui fait son originalité, justement. Et en fait, ce petit handicap, en fait, pour moi, m'aide à faire des couleurs plutôt vives. L'idée, c'est de bien les voir dans toutes circonstances, surtout lorsqu'on est dans un endroit qui est peu éclairé, par exemple. Et ce petit détail que j'ai permet justement de créer mes couleurs. Donc, je travaille des pigments, etc. Après, je n'ai pas de couleur favorite. Pas du tout. En général, j'essaie de faire des contrastes surtout, puisque la particularité que j'ai besoin d'avoir des contrastes pour bien voir les formes, les couleurs, les mouvements. Et je joue avec ça. Voilà. Contraste au niveau, dans tout ce que vous avez dit, là, y compris le mouvement, y compris, il faut que les formes soient vraiment distinctes les unes des autres, pas trop de camailleux. Alors, il y a une série de toiles que j'ai faites à l'huile où justement on est... c'est des toiles qui sont purement abstraites, où justement mon blaze, donc Wiz, finit par disparaître en fait. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de mon travail, les lettres disparaissent et je joue justement avec des textures, avec des matières, etc., où justement les lettres finissent par disparaître comme avec le temps, comme si une œuvre a été peinte il y a des années, puis elle finit par s'estomper. Et c'est ce que j'essaie de reproduire parfois dans mon travail. Donc là,
n'est-ce pas Lucas? On va parler presque d'un ego qui disparaît au profit de l'œuvre. La partie narcissique finalement de la création laisse place à la création elle-même. Vous diriez ça, Lucas? Il serait intéressant de voir justement ce développement et je pense que ça a été une étape aussi dans la création, une étape aussi personnelle. Et est-ce que vous avez déjà une idée de la prochaine étape vers laquelle vous allez aller? Alors, oui, vous le soulevez très bien. C'est vrai que la culture hip-hop, et notamment la culture du graffiti, l'idée c'est vraiment d'en mettre plein les yeux, tant au niveau des couleurs, des formes, du gigantisme aussi, des fresques murales qui peuvent exister aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ça, ça m'inspire, mais ça ne m'intéresse plus. L'idée, c'est pas de me mettre en avant, mais au contraire d'exprimer des émotions, des choses que je ne sais pas dire, ni écrire, ni chanter. Je sais un petit peu danser, mais par contre, je sais un peu mieux peindre, je trouve. Du coup, j'ai trouvé mon support idéal, donc la peinture et depuis peu la sculpture aussi. Voilà. Alors, vous avez un tout petit peu évoqué l'origine de votre goût pour l'art, mais est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus comment vraiment ça a commencé, un détail qui vous a fait penser que oui, c'est vers là que je veux aller? Je m'en souviens comme si c'était hier. On est en 1992 à la ZUP à Nîmes et mes frères et ses copains avaient fait une fresque qui était nommée Stop the Violence. Et à 10 ans, j'ai vu cette œuvre et j'ai halluciné. J'ai dit mais je veux faire ça. Je veux faire ça et après je l'ai fait au fur et à mesure et à ma sauce. Et au début, je n'avais pas de pseudo. Et puis en 96, j'ai eu l'idée de créer Wiz, W-A-Z-E. Oui. Et ça ne m'a jamais quitté. Voilà, ça m'a jamais quitté. Oui. Donc j'ai toujours gardé ce pseudo pour signer certains graffitis, évidemment, et signer mes œuvres depuis une dizaine d'années. Voilà. Alors les œuvres, vous en avez apporté une qu'on va décrire et peut-être décrypter, ou en tout cas interpréter tout à l'heure. Oui. Je vous laisse gérer ça, Lucas, si c'est maintenant, après, demain. Pas demain. Avant de passer justement sur la description de la sculpture, j'aimerais poser une question à Grégory. C'est ce que vous n'arrivez pas à peindre, vous préférez le mettre en sculpture? Il y a ça aussi, c'est à un moment la peinture, en tout cas moi j'arrive à des limites et l'idée c'est lorsque je veux mettre des choses en forme, en fait il faut qu'elles soient vivantes, il faut qu'elles soient en 3D, il faut qu'on puisse les toucher et j'aime bien dans mon travail de plus en plus avoir quelque chose surtout sur les sculptures, de faire quelque chose d'un peu ludique et justement là j'y travaille là-dessus et c'est pour ça que dans les sculptures très souvent on nous interdit de les toucher. Et moi, je veux que les gens puissent toucher mon travail. Puisque, en fait, c'est hyper... je trouve ça hyper intéressant de pouvoir s'amuser, par exemple, avec la petite goupille de désencerclement. Par exemple, voilà, la toucher, parce que c'est une œuvre qui est réelle. Et puis, je trouverais vraiment dommage qu'elle reste enfermée dans une boîte ou un panneau de verre. Ouais. Voilà. La toucher ne va pas la dégrader. Ça peut, mais ce n'est pas grave. C'est la... Dans la rue, il y a des magnifiques œuvres, des super beaux pochoirs qui finissent par se dégrader. C'est pas grave, c'est le temps, l'usage qui fait qu'à un moment, ça finit par se dégrader. Et puis, rien n'est éternel. Donc, au contraire. Alors, concrètement, est-ce que vous avez un atelier ou est-ce que c'est justement les murs ou est-ce que ça a complètement changé? Vos sculptures, par exemple, votre sculpture que vous avez apportée, on va en parler tout à l'heure, vous l'avez fabriquée à quel endroit? J'ai la chance d'avoir un atelier à la maison, même si j'ai un petit peu galéré pendant pas mal d'années. Mais là, c'est vrai que c'est quand même super intéressant d'avoir tout sur place, tant les outils que la matière, la peinture, etc. Et surtout que, au niveau des plannings, des fois, c'est très compliqué d'avoir du temps pour créer. Et là, tout de suite, j'ai juste à franchir une porte et puis je suis dans mon univers et il n'y a plus qu'à créer. Donc c'est génial. Il n'y a plus le chemin à faire pour accéder à l'espace de création. C'est ça. C'est chez vous. Et dans cet espace, vous créez seul? Vous avez besoin d'être un peu isolé ou au contraire, c'est quelque chose que vous souhaitez de vivant Alors, j'aime bien être seul pour créer. Sauf que la vie a fait que la famille s'est agrandie et qu'à un moment, il a fallu s'adapter.
Et C'est une autre forme de création. Voilà. Et j'ai eu la chance de pouvoir être, en tout cas, très flexible sur la création. Et je pense qu'il y a quelques années, je n'aurais pas réussi, mais aujourd'hui, j'arrive très bien à faire les deux. C'est-à-dire que même si j'ai mon fils autour de moi, au contraire, je trouve ça super intéressant qu'il me voit créer, qu'il me voit souder, peindre, dessiner, même si je lui donne des petits, on va dire des petits outils pour qu'il s'amuse aussi à côté. L'idée, c'est voilà, enfin, aujourd'hui, je ne peux pas attendre d'être seul pour créer, sinon je créerai peu, ou je créerai la nuit, mais vu que j'ai besoin de sommeil, donc ce n'est pas compatible. Voilà. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous dire le titre que vous avez donné à votre œuvre ? Alors, cette œuvre, elle a été faite le 1er juillet dernier, et je l'ai nommée Bleu, Blanc, Rouge. C'est malheureusement suite aux derniers événements du côté de Nanterre, qu'on connaît tous, hein, donc, suite au décès de ce petit garçon, où la France, enfin en tout cas les banlieues ont explosé. Et comme je vous disais, moi je ne sais pas écrire ni dicter ce que je pensais, ben, je l'ai mis en forme. Et en fait dans cette œuvre, ben, j'ai joué évidemment sur les couleurs de notre drapeau, où pour moi c'est vraiment ce qui se passe en France aujourd'hui. Et dans ce tableau, il y a en fait un guidon qui est inversé en forme de tête, de corne de taureau. Et pour moi, cette œuvre représente un peu la colère que peuvent vivre les gens dans les quartiers. Pour y avoir vécu aussi pas mal d'années, je comprends tout à fait que tout puisse déborder et même exploser, comme ça a été le cas à Montpellier aussi d'ailleurs. Et voilà. Et cette œuvre-là, il y a une partie en bas où on a une forme plastique qui ressemble, en fait, il y a un visage, hein, il y a des yeux, et il y a ce bouchon blanc qui asphyxie, en fait, voilà, où les gens en ont marre, ils n'arrivent plus à respirer. Enfin, c'est très, très, très compliqué. Et du coup, voilà, plutôt que d'aller vandaliser ou crier, j'ai canalisé tout ça et je l'ai mis... j'ai créé cette œuvre-là qui s'appelle Bleu, Blanc, Rouge. Voilà. Et le rouge, donc c'est le socle, hein, le socle de ce visage. Vous le diriez comme ça ou vous diriez autrement ? Oui, c'est le socle qui m'a permis après d'installer l'ensemble, et je trouvais qu'il allait très bien, puisque je voulais mettre du rouge, et je me suis dit, le rouge, c'est l'amour, mais c'est aussi pour moi aussi la colère. Et je trouvais que c'était en tout cas un très bon support pour représenter ce que je pensais. Eh bien, je pense que nous pouvons écouter votre premier choix musical que vous avez choisi. Oui. Que nous allons avoir le plaisir d'écouter. Michael Jackson. L'année de ma naissance, 1982. Voilà la raison de l'écoute, de ce choix. Something. I said you wanna be starting something.
De retour sur FM+, pour Radio Divan, en présence de notre invité, Grégory, et de Guylaine. Nous venons d'écouter Michael Jackson, Thriller. Alors, j'ai le clip qui me revient en tête, très coloré. C'est vraiment un mouvement incroyable. Je pense que c'est d'ailleurs un clip qui a révolutionné, autant sur le plan musical que même sur le plan des images. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant encore. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça m'évoque de très bonnes choses puisque 1982, c'est l'année de ma naissance et même quelques années plus tard, quand j'ai commencé à écouter de la musique, c'était toujours d'actualité et puis ça l'est encore lorsqu'aujourd'hui on l'écoute à la radio ou sur un vinyle. La musique, elle est incroyable et puis le clip, c'est un des clips les plus dingues en tout cas, qui a jamais été fait. Et cette musique, en tout cas, elle s'accompagne parfaitement avec la culture hip-hop, notamment au niveau de la danse. En tout cas, pour ma part, Michael Jackson m'a très souvent accompagné dans mes créations. Et ça reste, en tout cas, un artiste vraiment à part. Et dites-moi justement, en parlant de cet artiste, vous avez déjà fait des créations de portraits, par exemple ? Vous avez déjà représenté Michael Jackson ? Non, pas encore. Effectivement, j'ai exploré les portraits, notamment avec la technique du pochoir. Et ça fait partie d'une exposition que je prépare, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. Sous embargo. C'est ça, c'est secret. C'est secret. Et est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont inspiré particulièrement dans votre domaine ? Oui, là, je pense très rapidement à Jean-Michel Basquiat, où j'ai eu la chance de voir à Paris une exposition assez complète de son travail. Et c'est vrai que son parcours aussi atypique et en tout cas la variété de ses œuvres, elle est très, très, très intéressante. Il y a un autre artiste aussi que j'aime bien et qui est décédé récemment, c'est Monsieur Soulage, où j'ai en fait découvert et compris son travail il y a quelques années, je dirais il y a 4-5 ans, parce que j'étais assez hermétique à ça. Et justement, je suis tombé dans le panneau de peine de l'abstrait et je me suis intéressé à son travail, notamment son travail sur la lumière. Et en fait, j'ai compris son travail en peignant et puis en allant évidemment voir son travail à Rodez comme au musée Fabre à Montpellier. Oui, c'est vrai que c'est un artiste qui nous a quittés il y a très peu de temps. Et son jeu de couleurs, je trouve, j'ai pas eu l'occasion de le voir à Rodez, mais à Montpellier, oui, où il y a tout un travail aussi sur des strates. Et c'est vraiment un travail particulier. Pour ceux qui aiment le classicisme, c'est sûr que ça ne va pas leur parler. Mais voilà, il faut laisser un peu la place à l'imaginaire aussi. Tout à fait. Et c'est vrai que, moi, n'ayant pas fait d'école d'art, etc., au début, j'étais assez hermétique à ce type de travail. Mais au fur et à mesure de faire des expositions, et justement d'aller voir son travail, de se poser devant ces tableaux, à un moment, on se dit ah ben oui, en fait, ça a tout un sens. En fait, c'est de la sculpture qui fait, pour moi, c'est de la peinture sur le papier, mais pas du tout. C'est plutôt un travail de sculpture et un gros travail sur la lumière, avec les nuances aussi, avec l'éclairage. Si vous avez un éclairage jaune, bleu ou autre, en tout cas, il y a des reflets sur sa peinture noire, ce qui est assez énorme en fait. Et ça, qu'est-ce que vous avez réussi à récupérer, à vous approprier justement de toute cette contemplation ? Ça me montre que tout est possible. Après, l'avantage de voir énormément de travail de différents artistes, on se dit tiens, il y a telle ou telle chose qui sont possibles ou pas possibles, ou des choses qui n'ont pas été explorées, donc allez, on y va. Et ça permet justement de ne pas copier, surtout pas, et peut-être prendre des petites des influences, mais surtout voilà, il faut vraiment que le rendu final soit purement personnel. Il ne faut pas que ce soit une copie, parce que copier, c'est très facile. Par contre, créer, ça l'est un peu plus. Voilà.
J'avais juste une question par rapport au mot comprendre. J'ai le sentiment que quand vous utilisez ce terme par rapport à l'œuvre de Soulages, c'est une compréhension qui va au-delà de l'intellect. C'est une compréhension qui passe aussi par votre, comme le disait Lucas, je crois, il a utilisé le mot réappropriation. Je trouve que c'est intéressant de... Oui, comme s'il y avait un moment, un déclic de votre part pour dire, ça y est, voilà. Je comprends que le noir de Soulages, c'est pas que du noir, c'est tout ce que vous venez de dire, et qu'il y a eu un moment où il a fallu, voilà, un long moment de maturation, je dirais. C'est ça. Après, il y a aussi un travail personnel où on évolue, on change, puis on a besoin aussi de progresser et je pense que, en tout cas, pour ma part, la psychologie m'a aidé aussi à faire des choix, en tout cas, à mieux me comprendre et surtout à comprendre pourquoi je peins. Effectivement, il y a eu des déclics qui ont fait que, au fur et à mesure, des choses se débloquent et puis... et là, on voit en tout cas la vie et on voit la peinture sur notre regard qui est beaucoup plus clairvoyant, beaucoup plus incisif et plus passionnant à la fin. Et dans le fait de commencer à exposer vos œuvres, est-ce que vous vous souvenez vous pourriez nous raconter un peu comment vous avez vécu votre première exposition, si c'était un peu angoissant au départ? Oui, ma première exposition, c'était une exposition collective. Alors en plus, le niveau était assez élevé, puisque c'était la Biennale d'art contemporain à Laudun, dans le Gard, en 2016. Et alors j'ai bien fait de ne pas trop me renseigner sur l'événement, pour justement ne pas être trop stressé. Et en effet, c'était un événement qui recevait énormément de monde et des artistes internationaux. Et j'ai eu la chance d'être dans un collectif avec des gens qui avaient pas mal d'expérience, qui m'ont en tout cas aidé, accompagné, tant sur la création avant, le pendant, même l'après. Donc voilà, j'ai été un peu couconné par l'équipe d'artistes et du coup ça a été en tout cas super à vivre. Je me suis vraiment éclaté. Donc la première était collective et la deuxième? Et après, c'est le grand bain, c'est-à-dire on n'est plus avec les copains, on est solo. Et là, c'est un plongeon de 15 mètres, les yeux fermés. Mais j'ai respiré un bon coup et puis évidemment qu'il y a du stress, mais en tout cas ça permet justement d'être très concentré dans son travail, d'être très précis aussi dans les choix des œuvres, dans les finitions et d'être professionnel. Voilà. Et concernant ceux qui gèrent justement ces galeries d'art, qui peuvent peut-être imposer des thèmes, comment vous l'appréhendez cela? Alors moi j'ai beaucoup de mal avec au niveau des thèmes qui peuvent être imposés par les professionnels, c'est notamment au niveau des séries, puisque lorsque je vois des gens ultra connus qui font un excellent travail, et c'est vrai que je suis quelque part un petit peu malheureux de voir que leur travail est répété comme une photocopie, et ça me gêne beaucoup, puisque a contrario, la création, en fait, si on répète un geste 1000 fois, moi je trouve ça très très ennuyant. La répétition m'ennuie en fait. Alors après ça reste très personnel, mais je trouve que dans l'art, quand je vois même différents artistes où je vois leur travail, en fait, effectivement sur plein d'œuvres, il y a même si on reconnaît la patte, mais il y a une multitude de mouvements, de gestes, et justement il peut y avoir des fois des personnages récurrents ou des formes récurrentes, mais on n'est jamais sur de la répétition très classique, qui en tout cas moi je ne pourrais pas travailler comme ça. Voilà. Et en tout cas, pour parler aussi de répétition, votre deuxième choix musical ne sera pas du tout du côté des États-Unis, mais bien du côté de Marseille, avec Akhenaton, entré dans la légende. Guider sa vie sous le phare de la victoire, être gravé dans le marbre de l'histoire, avoir une flamme à sa mémoire, comme ce soldat inconnu, marquer les esprits de mythiques exploits, en bref, entrer dans la légende,
L'été j'avais des nuits de fou, j'allumais les clopes, j'étais sous de notes qui résonnaient dans ma tête, accroupi dans le trou, entouré de plein de vies d'amour échouées, de rêves de gosses floués, de personnes proches écrouées, style de mec sage, plein de plages dans le cahier, souvenirs émaillés, flash détaillés, soleil dans les yeux, équilibré posté dans le milieu, seul un superstitieux prend le hasard au sérieux, fils. Pris dans le train-train, on se prend plus tard à mentir. Pire, on se donne un sens aux choses qui ne veulent rien dire. Dire que scellé, quitte à finir dans une pièce scellée. Jamais, la peau est intacte mais le cerveau zébré. La feuille vierge, comme un cahier de 9 immaculé. Acculé à l'extrême, je vis ces jours désarticulés. Accusé de 1000 mots, tant pis, j'ai pas récusé, un peu usé. Abusé à la longue, je deviens rusé. Excusez, j'ai carburé au tête pas cap, t'as pas chiche. Je me suis jamais fait à l'ennui et au repas chiche. Dans cet état d'esprit, on refuse pas le bac chiche. On essaie d'oublier en se fumant des chocs de hashish. En écrivant quelques ratures. Pourquoi je rappe sur des mélodies tristes? Il faut croire que c'est ma vie, ma nature. Mon amertume crie à la face du monde, à la faveur des ténèbres. Je vomis sur tous les fastes du monde. Demain me fait peur, pourtant je traîne ma silhouette efflanquée. Flanque des tannées aux girouettes. Car ceux qui tournent avec le vent perdent leur âme avec le vent. J'envoie mes vœux avec le vent vers le levant. Entre dans la légende, marquer les esprits de mon sang, de mon seau, de mon sang, être finalement quelqu'un. Faut-il pour autant que je parte à 30 ans? Dieu seul le sait, lui seul le sait. Entrer dans la légende, marquer les esprits de mon sang, de mon seau, de mon son, être finalement quelqu'un. Faut-il pour autant que je parte à 30 ans? Dieu seul le sait, lui seul le sait. Voyant sans songe, sans vent, se noyant dans leur sang. À la réflexion, ils critiquent mes génuflexions. Le seul compte les actions. Introspection comme un remède, une attitude neuve. Du torrent à la rivière, de la rivière au fleuve, dans la mer, molécules éparpillées, Noyé, évaporé. retour mettant psychique dans les cieux sous forme de nuages chargés, plus cycliques. Éveil du disque, l'âme purifiée revient sur terre tel un phénix, comme un prince bédouin, simplement sans atour, rempli d'amour pour la haine, ou plein de haine pour l'amour. Degré d'élévation 0, 90, 180, 30 ans déjà, les anges me tendent la main, fier solide comme une pierre, troqué cher pour une carrière, machine arrière, je noyais mon destin dans la bière, collapse dans le temps, illuminé, soif de savant, micro entre les dents, regard injecté de sang, balbutiement, murmure texte style chaotique, alchimiste verbal, architecte de rythme psychotique, va délurer, dénaturé, trahi, incurvé, intelligence cuvée, passablement perturbé, persuadé que le temps m'était compté sous cette forme, ma foi était réduite, moyenne puis énorme, mes comptes, mes versets, versant d'une adversité rude, je chante ces mélodies par habitude. Chaque jour, mon stress laisse porter. La portée de ma vie est à la porte sur une portée de notes. Quand un rien peut tout faire voler en éclats, je parade pour un dernier coup d'éclat. Entrer dans la légende, marquer les esprits de mon sang, de mon seau, de mon son, être finalement quelqu'un. Faut-il pour autant que je parte à 30 ans? Dieu seul le sait, lui seul le sait. Entrer dans la légende, marquer les esprits de mon son, de mon seau, de mon son, être finalement quelqu'un. Faut-il pour autant que je parte à 30 ans? Dieu seul le sait, lui seul le sait. Avoir existé entre mythe et réalité. Avoir son image pour premier exemple, fossilisé pour l'éternité. Mes principes des axiomes instaurés pour des générations entières. C'est pour l'humanité, enfin, ce que j'aimerais. Entrer dans la légende. De retour sur Radio Divan, Guylaine, vous allez nous parler de la sublimation. Et oui, dans la théorie de la psychanalyse freudienne, la création artistique est associée au mécanisme de la sublimation. Mais qu'est-ce que la sublimation ? Le terme sublimation dérive des disciplines de la chimie, des beaux-arts et de la psychologie. Freud a conceptualisé ce terme en 1905 pour désigner l'activité humaine artistique qui prend sa force dans la pulsion sexuelle qu'il distingue des pulsions d'autoconservation. La pulsion dans le sens freudien est donc une excitation psychique, sexuelle, une énergie motrice dans notre activité psychique. Le psychanalyste distingue deux sortes de pulsions. L'une qui aurait pour origine une excitation externe,
que l'individu peut fuir, éviter, et l'autre une excitation d'origine interne, cette dernière étant imparable. La pulsion prend sa source à la frontière entre le somatique et le psychique. Quand cette pulsion ne parvient pas à être réalisée, elle est alors dérivée de son but sexuel pour investir d'autres endroits socialement valorisés, beaux et reconnus. L'accomplissement dans l'art en est un merveilleux exemple. Pour Anna Freud, la sublimation fait partie des mécanismes de défense. Mais la sublimation renvoie à la fois à ce processus de défense et à une aptitude à la création. Dans la sublimation, on assiste à un déplacement de la pulsion, un déplacement de l'énergie psychique interne à l'individu vers une activité humaine, créatrice, esthétique. Il y a une transformation d'un matériel pour accéder au beau, à l'esthétique, une transformation d'un matériel brut, la pierre par exemple, vers une nouvelle composition, la sculpture, pour suivre notre exemple. La pulsion primaire, se déplace vers une destinée culturelle. C'est cette aptitude de la pulsion à se déplacer vers une fonction culturelle qui est nommée sublimation. Cette sublimation sera donc cette aptitude à déplacer la pulsion vers un objet plus élevé que la satisfaction sexuelle et permet à l'individu de passer du sexuel au social. Avec cette idée de sublimation, il y a l'idée d'idéalisation, d'exaltation et de sublime. Freud a écrit sur l'expérience artistique et le processus créatif. Dans un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, il étudie la biographie du peintre pour comprendre son génie créateur et en conclut que le peintre a mis en sommeil ses pulsions sexuelles pour atteindre son art. Cela dit, son interprétation a fait l'objet de polémiques et son analyse est remise en question par les historiens de l'art et leurs critiques seront réprouvées par une orthodoxie psychanalytique. Il n'en reste pas moins que le fondateur de la psychanalyse était fasciné par le grand créateur de la Renaissance et il écrira en parlant de son essai sur Léonard de Vinci que c'est la seule belle chose que j'ai écrite. Merci beaucoup, Guylaine, pour cet exposé sur la sublimation. Vous avez parlé de destinée culturelle. Et il y a justement une chose dont peut-être vous allez me dire, Grégory, sur la destinée, votre destinée. Une exposition bientôt ? À Paris, peut-être ? Soyons concrets. Oui, j'expose cet automne à Paris, au 89 boulevard Haussmann, dans le 8e arrondissement. Et je suis très content puisque c'est ma première exposition à Paris et une expo solo, donc c'est formidable. Alors, est-ce que ça veut dire votre première exposition à Paris ? Ça signifie quoi ? Une reconnaissance du milieu parisien, artistique parisien, Oui, est-ce que c'est de l'ordre de la reconnaissance nécessaire à l'artiste ou pas d'ailleurs ? Alors, pour moi, oui, c'est un besoin de reconnaissance, mais c'est aussi un fantasme qui se réalise, puisque depuis des années que je peins, j'ai toujours rêvé en tout cas d'exposer, et puis d'exposer à Paris, c'est pour moi, il y a quelques années, c'était inatteignable. Et là, aujourd'hui, c'est un projet qui s'est concrétisé. Donc, c'est en tout cas très motivant. Voilà, prochaine étape. Barcelone, New Madrid, York. New York. Allez, on passe Atlantique. Mais vous dites ça en plaisantant ou est-ce que vous pensez que vous auriez quand même un petit filon, une petite place, quelque chose qui dit que, ouais, c'est possible, c'est de l'ordre du possible. Tout est possible. Après, il faut travailler et encore travailler. Et je pense que c'est tout à fait, en tout cas, réalisable. Et puis, il faut en tout cas le tenter. Il faut se faire plaisir. Et après, s'il y a aussi des gens qui souhaitent voir mon travail un peu partout, il va falloir en tout cas y aller et puis parler de son travail et exposer ses œuvres. Voilà. Et justement, dans toutes ces étapes, avant d'arriver peut-être à New York, déjà aller à Paris, c'est déjà formidable. Pour arriver encore à passer ce step-là dans votre processus créatif, dans vos envies aussi, quelles sont les pistes, les chemins que vous allez explorer ? Alors,
Les pistes et les chemins que j'ai explorés. Après, il y a surtout une maturité au niveau du travail, aussi au niveau de la confiance en soi. Au moment où on se sent, en tout cas, très bien dans ses baskets pour pouvoir présenter son travail à des professionnels aussi. Il y a en tout cas, à des futurs clients et à des collectionneurs. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que la psychologie m'a beaucoup aidé à franchir ce cap, à avoir plus confiance en moi, en mon travail, et pour pouvoir justement, en tout cas, évoluer, progresser, et puis au fur et à mesure, voilà, de gravir en tout cas certaines montagnes qui me paraissaient très hautes, mais finalement j'y arrive. Donc c'est très encourageant. C'est une très belle image, je trouve aussi, ce franchissement de montagne. Je vois les Alpes au loin. En tout cas, merci beaucoup, Grégory, d'avoir été notre invité aujourd'hui. J'ai hâte aussi de pouvoir suivre la continuité de votre parcours. Et je vous souhaite, je pense que Guylaine aussi, tout le meilleur pour votre exposition cet automne à Paris. Oui, l'exposition cet automne. Alors, si on ne va pas à Paris, on peut aller sur Instagram. Ça, c'est... Tout à fait. Instagram With One. With One. With One, on vous trouve très facilement. Voilà. Et comme vous avez votre actu là, c'est ça. On vous suit. On peut me suivre très facilement sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Je suis très facilement joignable. On m'envoie un message. Et... Vous n'êtes pas encore en haut de l'affiche. Pour l'instant, je suis accessible. Profitez-en. Profitez-en. Vous n'êtes pas d'agent intermédiaire. Ça commence. Voilà. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt. Bien. Merci Lucas, merci Greg. Merci FM+ pour l'invitation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.